messieurs, mes chers amis, je vous remercie d'être venus si nombreux, et ce soir c'est le cas de le dire. En tout premier lieu, je remercie Marine de nous accorder cette soirée. Est-ce que tout le monde entend? Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Je tiens aussi quelque part à vous faire des excuses, mais nous sommes quelque part victimes du succès de Marine et du Front National. Tant mieux, vous êtes beaucoup à nous avoir rejoints. Donc c'est vrai qu'on est peut-être un petit peu à l'étroit. Il faut savoir qu'il y a 15 jours, vous étiez environ 70 personnes, vous êtes inscrits. Samedi dernier, vous étiez 150 et ce soir, nous sommes dans les 200 personnes en quelques jours. Ça finit de se remplir. Et je remercie également, bien sûr, la direction et le personnel du restaurant Les Bourgs de nous recevoir dans des conditions assez acrobatiques. Donc avant de passer la parole à celle que vous êtes venus entendre, je vous rappelle simplement qu'il y a à vendre des livres à contre-flot que Marine pourra vous dédicacer, qu'il y a également son programme et des prospectus, qu'il y a des t-shirts qui vous sont offerts par vos élus de la région Alsace. Et donc, n'hésitez pas, et à la suite, bien sûr, de la prise de parole de Marine, vous pourrez poser des questions. Alors, comme nous sommes très nombreux et qu'un certain nombre d'entre vous sont au fond de la salle, les gens qui désirent poser des questions, je leur demanderai de s'avancer et après de laisser donc la place aux autres personnes qui désirent faire la même chose. Voilà. Merci beaucoup et je donne donc, vous allez maintenant pouvoir entendre, je donne la parole à Marine Le Pen, pour qui vous êtes tous là ce soir. Mais je peux vous dire que la température est largement montée avec la chaleur humaine. Alors je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont pu écouter le Premier ministre, version 3, M. Fillon cet après-midi. Pour ceux qui n'ont pas écouté, vous n'avez rien perdu. Voilà. Vous avez peut-être écouté le président de la République lors de son allocution télévisuelle. Eh bien, Nicolas Sarkozy a prêté à M. Fillon les charentaises de Chirac, qu'il avait lui-même chaussé lors de l'émission de France 2 il y a quelques jours. Rien. Aucune perspective. Aucune vision. La politique du chien crevé au fil de l'eau. On est engagé dans une crise, nous dit M. Fillon. Eh bien, on va continuer comme avant. Mais continuer comme avant, c'est quoi? Continuer comme avant, c'est continuer à ne rien faire. C'est continuer à se soumettre à la crise, dont je vous rappelle quand même que ça n'est pas une catastrophe naturelle. La crise financière telle que nous la vivons, c'est pas un raz-de-marée. C'est pas une météorite qui serait tombée brutalement sans qu'on ait pu la prévoir. La crise financière et économique que vit la France et que vit en réalité l'ensemble de l'Europe, c'est la conséquence de choix politiques et idéologiques et économiques qui ont été ceux de l'UMP et du PS, qui durant 30 ans ont mis en place la soumission de la France à la mondialisation et qui aujourd'hui, loin de lutter contre cette mondialisation et contre son idéologie, le mondialisme, en réalité nous explique qu'il faut que nous nous adaptions. Il faut que le peuple français s'adapte à la mondialisation. Et au passage, il faut que le peuple français s'adapte à un des éléments essentiels de la mondialisation, aussi, qui est l'immigration. Durant 30 ans, on nous a expliqué que l'immigration, c'était lié à la générosité de la France, qui se devait d'accueillir des populations, etc. etc. C'est-à-dire qu'on a enrobé, en fait, de bons sentiments, ce qui n'était que la vulgaire utilisation de masse humaine dans le but précis de peser à la baisse sur les salaires des Français pour que certains puissent enregistrer des profits de plus en plus importants. Ça a très bien marché. On peut admettre quand même que dans les années 70, l'immigration qu'on a fait venir, c'est-à-dire sans qualification ou à très basse qualification, a tellement pesé sur les salaires des travailleurs manuels qu'aujourd'hui, dans beaucoup de secteurs, le salaire minimum est devenu le salaire maximum. Mais ça a tellement bien marché qu'ils se sont dit on va quand même pas s'arrêter là. On va maintenant faire la même chose pour les salariés à haute qualification. Et ils ont mis en place la carte bleue européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne va nous importer des travailleurs à haute qualification
alors que normalement on n'est pas censé avoir besoin de travailleurs, on a 5 millions de chômeurs. Donc notre responsabilité serait quand même de commencer à donner à nos 5 millions de chômeurs de l'emploi. Et eux, ça ne les intéresse pas, ça. Donc ils vont faire venir des gens à haute qualification, des ingénieurs indiens, des informaticiens chinois, des infirmières bulgares, et j'en passe et des meilleurs, pour réussir la même opération, c'est-à-dire peser à la baisse, non plus là sur les salaires des travailleurs sans qualification ou à basse qualification, mais sur les salaires des travailleurs à haute qualification. Vous vous êtes saigné pour faire des études à vos enfants, pensant que ces études allaient les préserver du chômage, allaient leur permettre d'avoir des salaires décents pour faire vivre leur famille, se constituer un patrimoine, le transmettre, etc. Eh bien, vous avez eu tort. Les mondialistes qui nous gouvernent en ont, en l'occurrence, décidé autrement. Pourquoi? Parce que partout, ils insèrent la loi de la jungle, la concurrence déloyale. C'est vrai avec l'immigration et nos salariés, c'est vrai aussi évidemment avec les produits dont on a accéléré l'importation et qui sont fabriqués par des pays qui n'ont aucun droit social, qui ne respectent aucune norme de sécurité, qui ne respectent aucune norme de respect de l'environnement, toutes ces normes qu'en revanche l'Union européenne nous oblige bien sûr à tenir. Nous sommes soumis à des normes de sécurité sans cesse plus contraignantes, on pourrait s'en féliciter si tant est qu'on ne nous mette pas en concurrence avec ceux qui évidemment n'ont pas les mêmes obligations et n'ont pas les mêmes charges. Moyennant quoi, des pans entiers de l'économie ont disparu, les uns après les autres. Il n'y a plus de vêtements français, il n'y a plus de chaussures françaises, il n'y a plus de bijoux français. Ça marche pas, ça marche pas. Il n'y a plus de... Il n'y a plus d'électroménager. Tout cela a disparu au fur et à mesure de cette mise en concurrence déloyale. C'est un véritable totalitarisme qui nous est imposé. Et on va enfin, je pense qu'un certain nombre de Français vont enfin s'en rendre compte. Parce qu'évidemment, ce processus a été progressif. Progressivement, on a supprimé aux Français leur liberté en tant que peuple, leur souveraineté en tant que peuple. Et beaucoup ne s'en sont pas encore rendus compte. Ah, c'est sûr, on n'a pas de boulet au pied qui fait gling, gling, gling quand on marche, et pourtant, nous n'avons plus de souveraineté monétaire. Nous n'avons plus le droit de battre monnaie. Nous n'avons plus le droit non plus de décider ce que nous faisons de notre argent. Puisque nous ne pouvons plus venir au soutien de secteurs économiques, par exemple, dont on considérerait qu'il est essentiel que nous venions les aider parce que de la situation de ces secteurs économiques dépend notre indépendance. Je pense par exemple à l'agriculture. Nous devrions pouvoir venir au soutien de nos agriculteurs parce que de l'existence et de la survie de nos agriculteurs dépend notre liberté de peuple à nous nourrir nous-mêmes. Et je suis désolé de vous dire que si vous êtes nourris par d'autres, c'est que vous êtes les esclaves des autres. Nous n'avons plus de souveraineté territoriale. Maintenant, Nicolas Sarkozy a contribué à finir de détruire les frontières qui nous permettaient, avant, de maîtriser qui entrait et qui se maintenait sur notre territoire. Alors, il s'est agité, cet été, il a convoqué les caméras, qui, il faut bien le dire, pour certaines complaisamment, ont filmé le retour à la frontière de quelques Roms, la frontière qui n'existait plus, parce que sinon c'est, je sais pas, qu'ils ont repassé dans les 4 minutes qui suivaient d'ailleurs. Et en revanche, après cette agitation médiatique, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'il y a quelques semaines, Nicolas Sarkozy s'est soumis à l'application dans notre droit de la directive qui permet aujourd'hui aux Roms de venir sans plus aucune contrainte s'installer sur notre territoire. Mais les Roms, ou les autres d'ailleurs, parce que pointer du doigt les Roms, c'était médiatique, c'était électoraliste, mais en réalité, c'est une vision un peu communautariste de l'application de la loi. Bon alors, à eux, on va appliquer la loi, on va les ramener à une frontière qui n'existe pas, mais il y a d'autres communautés dont Nicolas Sarkozy n'a pas exigé le départ, et même, au contraire, qui bénéficient d'avantages, de passe-droit, la discrimination positive et des choses telles que celle-là. Plus de souveraineté monétaire, plus de souveraineté économique, plus de souveraineté territoriale, plus de souveraineté législative, puisque 80% de nos lois sont en réalité l'application des directives européennes, plus de souveraineté militaire et plus de souveraineté nucléaire. On vient de passer un accord avec la Grande-Bretagne
qui en réalité supprime notre indépendance et en matière militaire et en matière nucléaire. Quand je pense que c'est arrivé une semaine avant que Nicolas Sarkozy aille nous faire un hommage larmoyant au général de Gaulle, ça fait quand même sourire. Le général de Gaulle doit tellement se retourner dans sa tombe que ça doit faire ventilateur. Non. Mais il y a plus grave. C'est que M. Strauss-Kahn, dont je vous dis tout de suite qu'il ne sera pas candidat. Bah, pourquoi voulez-vous qu'il soit candidat à la présidence de la France alors qu'il est déjà vice-président du monde avec le FMI? Puisqu'ils sont en train d'organiser le gouvernement mondial et ils postulent à la tête du gouvernement mondial. Donc quand on peut être président du monde et affamer les peuples et continuer à les affamer comme M. Strauss-Kahn le fait déjà depuis un certain nombre d'années, on ne voit pas pourquoi il voudrait être président d'un pays qui ne sera plus un pays, qui ne sera plus une nation, qui n'en aura plus les prérogatives et qui aura moins de pouvoir que n'en ont le moindre gouverneur d'un des États des États-Unis. Il enverra Anne Sinclair. Voilà, Monsieur Strauss-Kahn, oui, on pourrait faire ça. Monsieur Strauss-Kahn a fait 2 annonces essentielles il y a quelques jours. D'abord, il a dit qu'il fallait continuer l'immigration. Encore plus d'immigration dans l'Union européenne. Alors au moment, c'est quand même assez extraordinaire, parce que au moment où M. Cameron commence à comprendre, parce qu'il y en a quand même qui mettent plus ou moins de temps à comprendre, commence à comprendre que la Grande-Bretagne ne peut plus supporter un niveau d'immigration tel qu'il existe aujourd'hui en Grande-Bretagne, il a dit, M. Cameron, nous accueillons 200 000 immigrés dans notre pays, stop, c'est terminé, on ne peut plus en accepter que quelques dizaines de milliers. Bon. Pendant le même temps, nous, on n'en a que 350 000. Et au moment où Mme Merkel, qui elle aussi, je ne sais pas, semble être touchée par la grâce un petit peu, nous explique à nous, qui nous disons depuis 40 ans, se faisant insulter, que le multiculturalisme est un échec total, ben ce jour-là, Nicolas Sarkozy, lui, il envoyait Ali Omari pour négocier avec M. Bouteflika l'élargissement des conditions d'octroi des visas pour les Algériens pour venir en France. C'est-à-dire que nous sommes à rebours. Nos dirigeants sont à rebours même de l'ensemble des dirigeants européens qui pourtant ont commis les mêmes erreurs depuis 30 ans. Au moment où certains se rendent compte de la situation, se rendent compte de la gravité non seulement du poids financier qui pèse sur notre budget et sur nos finances du fait de cette immigration qui n'est pas une immigration de travail, il n'y a pas de travail. Bon. Mais qui continue à peser sur nous parce que ceux qui sont là, plus ceux qui arrivent. Et qui paye l'école des enfants? C'est nous. Qui paye les allocations? C'est nous. Qui paye les logements sociaux? C'est nous. Bon. Sauf que c'est au détriment, à un moment donné, de ce que nous sommes capables d'offrir à nos propres compatriotes. Il faut quand même être clair. Notre système de protection sociale ne survivra pas si nous ne le réservons pas aux nationaux. C'est ça la vérité. Il ne faut pas avoir fait l'ENA pour le comprendre. Bon. Aujourd'hui, 5 millions de chômeurs. 800 000 personnes qui attendent un logement social. Un quart des Français qui ne se soignent pas et qui renoncent à se soigner correctement parce qu'ils n'en ont plus les moyens. Des familles françaises qui sont de plus en plus nombreuses à être à 50 ou à 100 € près à la fin du mois. C'est pas moi qui le dis. C'est le médiateur de la République, M. Delevoye. Vous n'imaginez pas, mes chers amis, peut-être, la souffrance qui est celle aujourd'hui de notre peuple et qui sera celle de notre peuple demain. Parce que il faut quand même que je vous dise quelques mots de la dette et des déficits. On nous explique que pour réduire les déficits, on va couper, trancher dans tout ce qui concerne les services publics, la politique sociale. Et croyez-moi, ça va faire mal, hein. Ça va faire très mal. Les familles les plus faibles, les chômeurs, les handicapés, les vieilles personnes, contrairement aux grandes déclarations de Nicolas Sarkozy, ce sont les premiers qui vont se rendre compte de la nature de la cure d'austérité
qu'ils sont en train de nous préparer, parce que la réforme des retraites, ça n'était que 1 ou 2% de ce qu'ils vont mettre en place. Mais en revanche, ils nous expliquent qu'on peut continuer à accueillir et à assumer, comme disait Rocard, toute la misère du monde. Ben voilà une immense divergence qui existe entre eux et nous. Nous, notre priorité, c'est de commencer par faire des économies sur l'immigration. On arrête l'immigration, on arrête les pompes aspirantes, on indique clairement qu'on ne peut plus prendre en charge la présence sur notre territoire, qu'on ne peut plus assumer la scolarisation des enfants, qu'on ne peut plus assumer l'immigration sanitaire qui s'est surajoutée à l'immigration familiale, qui elle-même s'est surajoutée à l'immigration des années 70, qui était une immigration de travail, parce que l'immigration de travail, c'est quasiment plus haut. Bon, on ne peut plus assumer, donc on va couper dans les budgets de l'immigration. On va aussi couper dans les budgets de l'Union européenne. Ah tiens, on va revenir sur la niche fiscale qu'a créée M. Copé. Ah, M. Copé, il est l'ami des grandes entreprises du CAC 40. Vous voyez, le truc quand même, il faut que vous soyez au courant. Vous vous souvenez ce qu'on nous a dit pour la retraite, hein, il fallait qu'on travaille plus, parce qu'on n'avait pas les moyens, parce que c'était épouvantable, parce qu'il y avait urgence. M. Copé, il a créé une niche fiscale en 2005, quand il était ministre du Budget, qui permettait les ventes d'actions par les grands groupes sans aucun versement d'impôt. Niche fiscale totale. Grâce à cette niche, 6200 entreprises ont économisé la bagatelle de près de 20 milliards d'euros sur l'impôt sur les sociétés en 2008 et en 2009. 20 milliards d'euros. Alors que, donc, ils pouvaient vendre leur participation quasi-franchise d'impôt quand les petites PME devaient, elles, s'acquitter de 33,3% d'impôt. Et là, on est dans les entreprises du CAC 40. Hein. Suez a économisé 2 milliards d'euros, Danone 1 milliard d'euros, et le coût pour l'État est 10 fois supérieur à ce qui avait été prévu quand M. Copé a fait sa niche. C'était pas 30 milliards d'impôts qui nous manquaient? C'était pas 30 milliards qui nous manquaient pour les retraites? Ouais. Ben là, on avait déjà 20 milliards. Hein. Ouais. En supprimant la niche que M. Copé a créée une nouvelle fois pour aider les gros au détriment, toujours pareil, des petits. Alors, M. Strauss-Kahn nous a dit plus d'immigration. Non, c'est pas lui qui paye, donc ça ne pose pas de problème. Mais il nous a dit aussi qu'il allait travailler à la mise en place d'une institution budgétaire européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous n'aurons plus le droit de décider comment nous allons dépenser notre budget national. C'est l'Union européenne qui décidera à notre place combien on met pour l'aide aux personnes âgées, combien on met dans nos infrastructures, combien on met pour notre police, combien on met pour notre éducation. Mais c'est terminé. Voilà, c'est fini. Si on les laisse en arriver là, il n'y a plus qu'à tirer les chaînes, mes chers amis. Parce que la première base de la démocratie, c'est le consentement à l'impôt. C'est nous acceptons de payer des impôts parce que nous décidons comment cet impôt est utilisé. Or là, non seulement ils vont décider à notre place comment ils vont dépenser l'impôt, mais de surcroît, ils vont nous imposer des impôts dont nous n'avons pas voulu, et notamment l'impôt européen. Parce qu'ils vont mettre en place la TVA européenne, qui va se surrajouter à l'ensemble des impôts qui pèsent déjà sur les Français qui travaillent, et particulièrement, il faut bien l'admettre, sur les classes moyennes, qui finissent écrasées par le poids de cette fiscalité. Il y a l'impôt, puis il y a les taxes. Nicolas Sarkozy, serial taxeur. Oui. Il a quand même créé 23 taxes. Il a quand même créé 23 taxes depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Vous voyez ce qui me choque dans le discours, et il n'est pas parti, c'est vrai. Dans le discours de Nicolas Sarkozy et François Fillon, qu'est-ce qui me choque? C'est que nous sommes aujourd'hui dans une situation monétaire qui est catastrophique. Pas un mot pour nous dire que le système monétaire international est en train de s'effondrer sur lui-même. Quand je vous disais tout à l'heure que c'est la politique du chien crevé au fil de l'eau, en réalité, le krach monétaire et budgétaire va arriver, mes chers amis. Ça va être, si nous ne le prévoyons pas, si nous ne sommes pas au pouvoir à ce moment-là, si nous ne mettons pas en place les mesures
qui sont préconisées par le Front National, sortie groupée de l'euro, avec un certain nombre d'autres pays, concertés avec la Grèce, avec le Portugal, avec l'Espagne, avec l'Irlande, avec l'Italie et avec la France, si nous n'avons pas prévu cela, si nous ne rendons pas à la Banque de France ses prérogatives qui consistent à prêter au Trésor sans intérêt, si nous ne remettons pas l'économie sur les rails de bon sens, eh bien ça va être l'explosion économique et le drame social absolu. On le savait d'ailleurs. Vous savez, le début de cette dégradation, le début de cette implosion, c'était la chute de Lehman Brothers. Entre le tremblement de terre sous-marin et le raz-de-marée, il y a toujours un moment. Il y a toujours un délai. Eh bien, entre la chute de Lehman Brothers et la chute du système monétaire international, il y aura eu aussi un délai. 2 ans, 3 ans, 3 ans et demi, personne ne peut réellement le savoir. Mais il est sûr que ce système monétaire va s'effondrer. Or, toute la politique de nos gouvernants consiste à sauver ce système monétaire international. Aujourd'hui, l'objectif prioritaire pour eux, ça n'est pas d'investir dans l'avenir, ça n'est pas la prospérité des Français, ça n'est pas leur sécurité, ça n'est pas l'investissement, ça n'est pas de sauver les pouvoirs publics, ça n'est pas de sauver les domaines régaliens de l'État dont nous avons pourtant tant besoin, non. Leur objectif, c'est de nous forcer à rembourser les usuriers auprès de qui nous ont forcés à emprunter depuis 30 ans. Je m'explique. En 1973, la Banque de France bat monnaie, elle fait de la monnaie, et elle prête au Trésor à 0% d'intérêt ou à un intérêt très bas. On peut ainsi investir dans les écoles, dans les routes, dans les autoroutes, dans la justice. On peut investir dans beaucoup de choses pour préparer l'avenir. En 1973, M. Pompidou nous indique qu'à compter d'aujourd'hui, ça c'est terminé et nous sommes obligés d'aller emprunter auprès des financiers internationaux, à qui eux nous ont collé des intérêts. Et pas qu'un peu, permettez-moi de vous le dire. Et plus on empruntait auprès des institutions bancaires internationales, plus on était endetté. Plus on était endetté, plus l'emprunt était à un taux important, et donc on est rentré ainsi dans une situation de surendettement. Nous ne pourrons pas nous en sortir, mes chers amis. Nous ne pourrons pas résoudre le problème de la dette si nous ne sortons pas de ce système monétaire international, si nous ne sortons pas des griffes des usuriers qui sont en train de nous ruiner purement et simplement. Voilà, ça c'est sûr. D'ailleurs, ça n'a pas l'air de choquer nos dirigeants de voir le FMI arriver dans l'Union européenne. Bon, excusez-moi, mais pour moi, le FMI, c'était la structure qui intervenait pour les pays en voie de développement, c'est-à-dire les pays extrêmement pauvres, des pays africains à qui le FMI venait prêter un peu d'argent en contrepartie d'une organisation. Il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire sur la manière dont le FMI a traité certains pays africains. Mais là, personne ne s'inquiète de voir que le FMI arrive dans l'Union européenne. Alors qu'ils nous ont dit que l'Union européenne, c'était une zone de prospérité, on allait voir ce qu'on allait voir, l'emploi, les richesses, etc. Personne ne s'en inquiète. Ben moi, quand je vois arriver le SAMU, je me dis que quelque chose de très grave est arrivé. Ben quand on voit arriver le FMI, il faut méchamment s'inquiéter, mes chers amis. Parce que ça veut dire que c'est pas que ça sent la fumée, c'est qu'en l'occurrence, dans l'Union européenne, il y a déjà le feu. Comment vont-ils faire avec l'Irlande? Quand je vous disais tout à l'heure qu'ils vont non seulement décider de la manière dont on dépense l'argent, mais qu'ils vont également décider de nos impôts. Quelle est la première chose qu'ils ont fait en Irlande? Demander à ce que l'Irlande remonte son imposition sur les sociétés. Voilà, ils sont en train progressivement de prendre le pouvoir. Alors mes chers amis, j'ai fait le calcul. Avec le système proposé par l'UMP-PS, nous avons peut-être une chance, sans effondrement du système monétaire international, de rembourser notre dette en 2130. Et encore, attendez, et encore, au prix de la destruction totale de notre système social, au prix de la suppression de tout ce patrimoine social
ce patrimoine des institutions sociales que nous avons contribué à créer depuis des années et des années, au prix de coupes sombres dans les budgets. Avec la proposition et le projet du Front National, nous remboursons la dette en 2035. C'est quand même, vous admettrez, largement plus raisonnable. Alors, règlement du problème de la dette, lutter contre la privatisation généralisée, vous avez vu quand même qu'on est en train de tout privatiser, ça ne vous a pas échappé. Parce que tout ça, ça nous appartient quand même. Hein. On est en train de vendre des choses qui nous appartiennent sans que personne n'ait l'air de s'en inquiéter. Alors par exemple, c'est la grande braderie. Hein. On vend tout le patrimoine. Ils vendent la France à la découpe. Alors, ils ont une bonne technique. Hein. Oui, il faut fermer des casernes. On ferme les casernes, et puis on vend les casernes. Il faut moins d'hôpitaux. Ah, on vide les hôpitaux, et puis on vend les hôpitaux. Il faut moins de tribunaux d'instance. Ah bon? Alors, on vide les tribunaux d'instance, et on vend les tribunaux d'instance. Mais tout ça, ça ne leur appartient pas. C'est à nous que ça appartient. C'est nous qui avons payé ça. Nous, nos parents, nos grands-parents, nos aïeux. C'est eux qui ont fait les sacrifices pour pouvoir investir dans ce patrimoine qui appartient non pas à ceux qui nous dirigent, mais à l'ensemble des Français, à l'ensemble du peuple français. Mais c'est pas tout. Ils privatisent aussi, oui, les services publics, mais ça on a vu, hein. Le DF, la Poste, tout ça, et hop, c'est la grande braderie. On se débarrasse, et puis il y en a bien quelques copains qui vont réussir à faire de l'argent avec ça. Oui, les autoroutes, vous vous souvenez? Ah ça, on les a payées, les autoroutes. Et puis quand c'est devenu rentable, eh ben on n'a pas vu le bénéfice. C'est quand même pas mal. C'est des bonnes opérations, enfin pour certains, pour nous moyens, en revanche. Mais ils privatisent non seulement les services publics, mais aussi les pouvoirs régaliens, l'armée. Avec des conséquences très graves, mes chers amis. Dans le livre blanc de la justice, il est inscrit la privatisation totale de l'armée. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est d'arriver à une armée de mercenaires, des espèces de sociétés privées, de militaires, un petit peu comme le bloc auteur, hein, lors de la guerre en Irak avec les Américains, qu'on viendrait payer pour aller faire tel ou tel conflit à notre place. Nous n'aurions donc plus d'armée. Mais c'est aussi la privatisation de la police. Contrairement aux dénégations de M. Copé, on est en train de privatiser la police. On est en train de faire la place belle aux sociétés de sécurité privées. Et parallèlement, on a supprimé 16 000 policiers et gendarmes dans notre pays, alors qu'on nous explique partout qu'il y a de l'insécurité. Oui, merci, merci, on s'en était rendu compte. Et il y en a même de plus en plus. Et il y en a même beaucoup plus que ce qu'ils disent. Puisque l'Observatoire de victimisation vient de nous dire qu'il y avait entre 3 et 5 fois plus de délits et de crimes que les chiffres officiels. Privatisation des hôpitaux aussi. Hein, on laisse se dégrader la situation pour pousser les Français à aller vers le privé. Privatisation de l'éducation nationale. On laisse se dégrader la situation de l'éducation nationale. On laisse s'abaisser le niveau dans des conditions que nous mettrons un certain nombre de temps à rattraper pour pousser les gens à aller dans l'éducation privée. Vous voyez bien qu'ils sont en train de vendre l'ensemble de notre pays au privé, c'est-à-dire à ceux qui cherchent à tout prix à faire des profits, et des profits de plus en plus importants. Vous vous souvenez quand vous avez versé des milliards aux banques? Ben, les banques vous remercient. Elles n'ont jamais fait autant de profits que cette année. Ce qui prouve qu'elles ne devaient pas être si mal quand même. Hein, vous n'avez peut-être pas besoin de tous ces milliards. Bon. Donc on paye les banques pour pouvoir nous ruiner. C'est pas mal ça. Et elles en demandent évidemment de plus en plus. Alors mes amis, moi qu'est-ce que je suis venu vous dire ce soir? Je sais très bien que vous êtes lucide sur la situation de la France. Je sais très bien que vous voyez que l'immigration commence à devenir impossible à gérer. J'ai bien vu, je vois bien que vous avez compris que la conséquence de cette immigration, c'est que le gouvernement, pour nous la faire supporter, cherche à nous assimiler à l'immigration. C'est-à-dire que ce n'est pas l'immigration qu'on assimile au peuple français, comme ça a été le cas par le passé, non, c'est les Français qui doivent s'assimiler à l'immigration. Et pour ça, on change les programmes de 2 enfants pour leur apprendre non pas l'histoire de la France, mais l'histoire de l'Afrique. Ouais. Hein, l'état du Monomotapa, l'empire de Songhai, le Ghana, le Mali, etc. Pour cela, eh bien, on laisse avancer les revendications communautaristes portées par les groupes politico-religieux musulmans qui, en permanence, font des réclamations de plus en plus importantes et qui violent de plus en plus les valeurs qui sont les nôtres. Mais nos valeurs, nos lois, nos traditions, nos mœurs, nos codes, nos rites,
tout ça est balayé devant ces réclamations. Pourquoi? Parce que l'État recule, parce que l'État est laxiste. Alors, les prières dans les rues, les horaires séparés dans les piscines, les réclamations de salles de prière dans toutes les entreprises, les réclamations d'un jour férié, parce qu'ils disent, ah bah oui, mais nous le dimanche, ça ne nous dit rien, le quick halal, alors qu'il appartient à l'État en violation totale de la laïcité, la Fondation des œuvres de l'Islam de France, où il y a quand même 4 ministères qui siègent au conseil d'administration. Excusez-moi, moi je croyais que la République ne reconnaît aucun culte. Ben, si ce n'est pas un acte de reconnaissance que de faire siéger 4 représentants de 4 ministères au conseil d'administration de la Fondation des œuvres de l'Islam de France, en l'occurrence, je ne sais pas ce que c'est. Monsieur Fillon est allé inaugurer une mosquée pour la première fois dans l'histoire de la République laïque, quand même. Bon, sans que ça n'ait l'air de choquer, en l'occurrence, personne. On fait la journée du patrimoine et on demande aux petites filles d'aller visiter la mosquée, si possible, enfin c'est pas si possible, de mettre un voile, sans que ça n'ait l'air d'ennuyer personne. Ben quand même, il y a un certain nombre de Français qui commencent à se dire, mais donc, on a accueilli des gens, où on nous les a imposés, où ils se sont imposés, bon. Et ils vivent, en l'occurrence aujourd'hui, chez nous comme chez eux, et en plus, l'État français veut nous habituer à vivre demain chez nous comme chez eux. Ben nous on veut pas. Voilà, on veut pas. Immigration, islamisation d'État, préférence étrangère, parce que la discrimination positive, je suis désolé, mais c'est en même temps une mesure raciste. La charte pour les étrangers aussi. Hein. Et parce que la discrimination positive, ça consiste à mettre en place des passe-droits, des avantages en fonction de l'origine, de la couleur de la peau, de l'appartenance à telle religion. Mais je veux dire, c'en est fini des valeurs de la République française. C'en est fini de la méritocratie. Si on accède à quelque chose, non pas en fonction de son mérite et de son travail, mais en fonction de la couleur de sa peau, de la nationalité de ses parents, ou de son origine, ou de sa religion, en l'occurrence musulmane, parce que sinon, évidemment, c'est pas drôle, on n'est plus dans les valeurs de la République française n'existent plus. Alors, la liberté n'existe plus, l'égalité n'existe plus, la fraternité, hein, on pourrait en parler longuement, et quant à la laïcité, elle est en train d'être balayée par les fameuses revendications politico-religieuses dont je vous parlais. Notre État s'effondre, nous avons perdu la main sur toute une série de territoires de la République, où la police ne rentre plus, les pompiers ne rentrent plus, les médecins ne rentrent plus, les livreurs de pizza ne rentrent plus personne ne rentre. Pourquoi? Parce qu'on les a cédés à la loi des mafias. C'est le retour des féodalités, mes chers amis. Le retour des grandes féodalités. Ce contre quoi la France a lutté pendant toute son existence, pendant toute son histoire. Les féodalités, c'est le retour. Alors, féodalité politique, féodalité, c'est la mafia politique. Vous savez, président de conseils régionaux, qui se construisent des gros palais, qui demandent toujours plus d'argent pour se constituer des grosses clientèles, hein, avec nos impôts. Et puis, féodalité de la mafia. Et notamment de la mafia de la drogue, à qui on a cédé des cités entières où la loi ne s'applique plus, mais la loi de la mafia s'applique, elle. Ben évidemment, c'est ça le principe des féodalités. S'il n'y a pas d'État fort, ben par définition, qui impose sa loi? Le plus violent, le plus brutal, le plus barbare. Ben c'est exactement ce qui se déroule dans les quartiers. L'affaire de Marseille a été très révélatrice à cet égard. On nous dit, ah bah oui, vous avez le jeune homme qui faisait le guet, donc avec le divan, assis au milieu de la rue, le canapé là, avec une table, une chaise, pourvu aussi. Et un parasol. Mais oui, mais c'est comme ça que ça se déroule partout. Dingue. Mais moi, ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, c'est que la France n'a plus aucun luxe. Et elle n'a peut-être même plus encore le luxe du temps. Nous n'avons plus le temps. Parce que la destruction qui s'opère est une destruction, je ne dis pas qu'elle est irréversible, parce que rien n'est irréversible, mais quand même, plus nous laissons le temps passer, plus nous laissons cette spirale de la dégradation, de la décadence s'accélérer, plus nous aurons de mal
mes chers amis, à remettre notre pays sur les pieds. Parce que quand le niveau de l'éducation nationale aura continué de s'effondrer au point que les instituteurs seront eux-mêmes les produits d'une éducation nationale qui n'aura même pas transmis les savoirs essentiels. Mais qui apprendra demain, quand nous voudrons redresser le pays, qui apprendra aux instituteurs qui instruisent à nos propres enfants? Quand on aura laissé disparaître le travail manuel, quand on aura laissé mourir nos agriculteurs, quand on aura laissé mourir nos pêcheurs, qui aura encore le savoir-faire pour élever les bêtes, pour pêcher le poisson, pour cultiver la terre, quand l'ensemble de ces professions auront disparu? Comment ferons-nous pour remettre en place, pour retrouver le patrimoine que ceux qui nous gouvernent auront scandaleusement vendu, alors qu'il nous appartient pour faire des bénéfices à leurs copains? Vous savez, l'hippodrome de M. Wörth, hein, et autres manœuvres. Voilà. Ce que je vous dis, c'est que cette destruction-là, quand nous n'aurons plus de police, qu'il n'y aura plus que des sociétés privées, quand nous n'aurons plus d'armée, combien de temps nous faudra-t-il pour retrouver une armée digne de ce nom, c'est-à-dire capable de nous protéger? Parce que ne vous y trompez pas, nous devenons une proie facile. Et c'est vrai sur le plan de notre intégrité territoriale, mais c'est déjà vrai sur le plan de notre économie. Nous sommes déjà les victimes de raids de la part de fonds souverains étrangers qui profitent de la faiblesse de telle ou telle de nos entreprises pour y prendre un capital qui est en l'occurrence décisif. Et beaucoup d'économistes pensent comme nous aujourd'hui. Beaucoup tirent à la sonnette d'alarme en disant attention, la dette on se gausse de la dette des Anglais, mais la dette des Anglais appartient aux Anglais. La dette de la France n'appartient pas aux Français. Elle appartient à l'Arabie Saoudite. Elle appartient à un certain nombre de pays qui, par définition, demain, nous imposeront. Alors moi, je retrouve une... parce qu'elle me paraît très intéressante, je vais la retrouver, c'est toujours comme ça, quand on cherche quelque chose, on ne retrouve pas. Bon bref, je ne retrouve pas. Mais il y avait Napoléon Bonaparte, vous savez, celui dont on n'apprend plus l'histoire hein, dans les écoles. Non, parce que Napoléon Bonaparte, franchement, c'est comme Louis XIV. Est-ce que c'est vraiment utile hein, bon. Évidemment que c'est très utile, évidemment que c'est dramatique qu'on apprenne tout ça à nos enfants, mais il disait, à partir du moment où le pouvoir appartient aux banques, ben, ce sont les banques qui gouvernent. C'est aussi simple que cela. Et nous sommes tous capables, nous tous Français, de le comprendre. Alors notre pays va mal. Et si vous êtes là, c'est parce que vous êtes les plus lucides. C'est parce que vous avez vu ça avant tout le monde. Et c'est là où j'ai envie de vous dire que votre rôle, il est essentiel. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de la compétition interne qui fait que démocratiquement, il y a un processus qui va vous permettre, vous, adhérents du Front National, d'élire le futur président du Front National. Entendez-moi bien, la nature de nos institutions fait que lorsque vous allez élire le président du Front National, évidemment, celui-là ou celle-là sera aussi le candidat à la présidentielle. On ne peut pas l'envisager. À chaque fois, mes chers amis, qu'on a essayé d'échapper à cette logique, à chaque fois ça a été l'échec. Balladur est parti à la présidentielle, il n'était pas le patron de son mouvement, il a échoué. Ségolène Royal est partie à la présidentielle, elle n'était pas à la direction de ce mouvement, elle a échoué. La nature des institutions, on l'apprend en première année de droit, veut que ces deux fonctions soient liées. Ah, on peut toujours décider autrement, bien sûr. On peut prendre nos électeurs à contre-pied, on peut prendre le risque de briser la dynamique dont vous sentez tous qu'elle est en train de monter. Vous voyez bien, dans vos familles, dans vos amis, sur vos lieux de travail, que de plus en plus, on se tourne vers le Front National, on parle du Front National, on comprend que le Front National est le seul véritable projet alternatif à l'UMP et au PS, qui en fait font la même politique depuis 30 ans, imperturbablement. Alors vous devez non seulement penser à vous-même,
Mais vous n'avez pas le droit de penser que le Front National n'est qu'un club de rencontres, quoi. C'est pas un club de boules, c'est pas un club de rencontres. Élire le président du Front National, c'est pas donner le prix de camaraderie. Non. Vous devez penser à notre mouvement. Mais au-delà de notre mouvement, vous êtes responsable aussi de l'ensemble de nos électeurs. Vous devez penser à la réaction de nos électeurs, ceux d'aujourd'hui, mais aussi, et c'est essentiel, ceux de demain. C'est pas... Ou même l'Élysée, excusez-moi du peu quand même, hein. Même l'Élysée évoque la possibilité d'un 21 avril à l'envers. L'ensemble des éléments objectifs qui nous sont donnés nous permettent de dire que nous pouvons accéder au second tour de cette élection présidentielle. Et la prise de conscience de nos compatriotes progressives nous permet de dire également que, au-delà d'un 21 avril à l'envers, on pourrait même peut-être faire un 6 mai à l'envers. Je crois qu'en réalité, vous devez, je le pense, de faire le choix de celui ou de celle qui aujourd'hui, à 18 mois, attention, nous sommes déjà à 18 mois de la présidentielle, la campagne a démarré, qui aujourd'hui est le mieux placé pour porter le plus loin les idées qui sont les nôtres dans l'objectif, parce que moi c'est mon objectif, de gagner pour appliquer nos idées, pas de témoigner, pas d'être là, pas de faire un bon score, c'est pas ça notre objectif. Si c'est ça notre objectif, nous trahissons les Français. Ouais. Moi j'ai une femme de bon sens. Je me dis que pour marquer le but, le mieux c'est quand même de faire la passe à celui, ou en l'occurrence je crois, celle qui est le plus près de la lucarne. Mais tu vois, c'est pas autrement. On peut toujours essayer un truc beaucoup plus acrobatique, mais je crois que c'est prendre un immense risque. Et prendre le risque de rater le rendez-vous avec l'histoire, qui sera probablement cette date de 2012, où nous pouvons enfin changer les choses, après que Nicolas Sarkozy ait tant menti, ait tant promis, ait créé une telle désillusion, et surtout, ce qui est impardonnable, ait gâché 5 ans en accélérant le processus mortel dans lequel est engagé notre pays. Ça n'est pas possible. Je l'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Le vote Front National n'est plus seulement un vote politique. Même si c'est important, il ne s'agit même plus de savoir si on va travailler 60 ou 62 ans, si on va payer 40 ou 45% d'impôts. La vraie question, c'est est-ce que nous ne risquons pas de sortir de l'histoire? Est-ce que notre civilisation n'est pas en danger? Et c'est pour ça que je dis que nous ne sommes plus dans un vote politique, que nous sommes véritablement dans un vote culturel. Est-ce que notre société, telle que nous l'avons connue, telle que nous voulons la défendre, telle que nous voulons qu'elle perdure, n'est pas en grand danger si nous ne gagnons pas ces élections? Est-ce que la civilisation européenne et la civilisation française, qui a sa spécificité, ne risque pas de disparaître si nous laissons à la tête de notre pays ceux qui l'ont tant affaibli dans les 30 dernières années? Alors vous voyez que la responsabilité qui est la vôtre est une responsabilité très importante. Moi j'ai envie de vous dire, venez, lançons-nous dans cette aventure collective. Pour ceux qui ne sont pas adhérents, adhérez. Vous ne pouvez pas rester au bord du chemin en nous disant « Oh, vous savez, j'ai beaucoup de sympathie pour ce que vous faites. Je suis content, je veux dire, que vous ayez de la sympathie pour le combat qui est le nôtre. Mais la situation est trop grave pour rester au bord du chemin à avoir de la sympathie. Prendre sa carte, c'est pas Verdun. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Il y a des gens avant nous qui, dans l'histoire de France, ont fait des sacrifices bien plus importants que de prendre sa carte. Mais pour les adhérents du Front National, pour le mouvement, pour la dynamique que nous sommes en train de mettre en place, il est fondamental que vous rejoigniez ce combat-là, que vous puissiez dire, voilà, moi, à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait que je m'engage, que j'ai
une démarche active dans le combat national, et j'ai pris ma carte et j'ai participé à la campagne de 2012. Et j'espère qu'un jour vous aurez l'occasion de dire « j'y étais ». Amis, je vais maintenant répondre à vos questions. Donc vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Je ne suis pas susceptible. J'ai le cul épais. C'est comme ça quand on est la fille de Jean-Marie Le Pen depuis 42 ans. On a le cul épais. Alors il y a une question là de monsieur. Mais, madame, permettez que je prenne l'initiative de la question. Avec 88,3, n'est-ce pas, j'ai quelques priorités. Je compte. Bravo. Bon, ben, je n'ai pas besoin de me présenter, mesdames, messieurs. On me connaît depuis assez longtemps. Madame, vous avez, tout ce que vous avez dit, vous avez parfaitement raison, à part quelques points. Mais je veux vous dire que, moi, avant de vous connaître, je chantais « C'est nous, les gars de la marine ». Bon, ceci étant, madame, je voulais vous poser 2 questions. Et vous répondrez oui ou non, comme au lycée Papillon. Premièrement, madame, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, l'avenir de la France ou l'avenir du Front National? L'avenir de la France. Je crois que l'avenir de la France dépend de l'avenir du Front National. C'est la France qui est en priorité de votre action. Deuxième question. Est-ce que le Front National est une dynastie? Non, c'est bon, merci madame. Alors, je vais vous dire... Il ne vous a pas échappé, monsieur, qu'il y a un processus démocratique qui va vous permettre de voter. Ben, bien sûr, madame. Et je me permettrai de voter aussi. Je ne me dirai pas encore pour qui. Oui. Ceci étant, madame, vous croyez vraiment que vous arriverez à rassembler la droite nationale? Parce que ce qui importe, c'est de gagner, non pas les élections, mais de changer de gouvernement, de changer l'orientation de la France. Nous sommes bien d'accord là-dessus, laissez-moi terminer parce que je veux partir après. Alors, madame, croyez-vous que vous êtes vraiment placé pour rassembler toute la droite nationale? Parce que... Monsieur, je me suis fait mal comprendre, monsieur. Ce n'est pas la droite nationale que je veux rassembler, ce sont les Français. Ouais. Oui. J'ai une ambition bien plus... La discussion. Non, c'est la vérité. Il y a une question. Bon, messieurs, dames, j'ai parlé. Là, j'ai entendu que le Front National n'était pas du dynastie, que nous aurions des élections démocratiques. Vous allez recevoir vos documents dans quelques jours. Tout le monde est convaincu de ce que vous avez dit. Moi en premier, parce que ça fait très longtemps que nous sommes. Mais la France ne se sauvera pas en ne rassemblant pas ceux qui sont des nationaux, des identitaires et des machins, et vous êtes très mal placé pour le faire. Bravo Marine! Bravo Marine! C'est votre droit de le penser, monsieur. C'est son droit. Bon bref, jamais vous avez une question, monsieur. Moi j'avais une question. Moi j'avais en fait une simple question. Les questions plus simples sont les meilleures, on dit bien. Pas trop près parce que sinon ça chemine. Non, non, c'est pas pour moi, c'est pour les gens. Alors j'ai une question très simple. À quoi servirait pour la France? Et à quoi sert la France? Aujourd'hui, actuellement, on voit bien tout est négatif. Dans tous les domaines, l'agriculture. Moi je suis alsacien, je suis frontalier. Je me dis l'Europe, qu'est-ce que c'est? Ça sert à rien. On est envoyé de tous les côtés. C'est tout. Alors je pose la question, encore une fois. À quoi sert la France? À quoi sert l'Europe pour la France? L'Europe n'a... Enfin, l'Europe, c'est pas l'Europe. C'est l'Union européenne. L'Union européenne, qui est un système totalitaire, et dont je dis que ceux qui pensent qu'ils pourront l'améliorer se trompent. On n'améliore pas l'Union soviétique. On laisse imploser l'Union soviétique pour construire un processus démocratique. L'Europe est antidémocratique. Elle est gouvernée par des hauts fonctionnaires qui n'ont pas été élus
et dont toutes les décisions vont à l'encontre de nos intérêts vitaux, sans exception. Ils sont en train de tuer nos pêcheurs, ils sont en train de tuer notre agriculture, ils sont à l'origine de la désindustrialisation massive de la France. C'est leurs règles économiques qui nous ont été appliquées contre notre gré, parce que je vous rappelle quand même qu'on a voté contre la Constitution européenne, ils nous l'ont imposée quand même, qui est à l'origine du chômage, de la multiplication des délocalisations, de l'ouverture de nos frontières qui transforment notre pays en véritable passoire pour l'immigration, mais aussi pour les produits, mais aussi pour les capitaux, parce que la libre circulation des capitaux, c'est la spéculation. La libre circulation des hommes, c'est l'immigration, et la libre circulation des produits, c'est la désindustrialisation et les délocalisations. Et c'est pour ça, monsieur, que je pense qu'il faut sortir de l'Union européenne. Il faut en sortir. Si nous n'en sortons pas, l'Union européenne aura notre peau. Voilà. Donc, tout nous pousse à sortir de cette Union européenne. Ah, les promesses de prospérité, je m'en souviens encore, moi. Vous savez, l'euro, ça va être merveilleux. Ouais. L'euro a fait chuter notre pouvoir d'achat en faisant augmenter considérablement les prix des produits. Il est un frein à l'exportation. Aujourd'hui, dans la bataille des monnaies entre la Chine et les États-Unis, nous sommes une nouvelle fois, nous l'euro, avec la BCE, le dindon de la farce. Bon, bien, et à un moment donné, il faut tirer les conséquences de cette situation et dire, et oser le dire. Je sais que c'est pas encore à la mode, quoique, on enregistre quand même quelques belles victoires idéologiques qu'il va nous falloir transformer en victoires politiques. Il faut sortir de l'Union européenne, il faut retrouver notre souveraineté, il faut rétablir un État fort, retrouver notre souveraineté nationale et assurer la pérennité de notre civilisation. En cela, nous sommes dans la droite ligne de tous ceux qui, dans son histoire, ont fait la France. On en reviendra. J'aimerais simplement faire une remarque et une suggestion. Je suis nouvel adhérent à partir d'aujourd'hui. Je vote depuis longtemps pour le Front National. Bravo. Par contre, il y a une aberration. Ah. C'est-à-dire que pour pouvoir savoir qu'il y a une réunion ici, j'ai dû le mettre sur Internet par mon téléphone, parce que j'ai pas Internet par ordinateur. Oui. Parce qu'il n'y a pas une seule adresse, ni sur les pages jaunes, ni dans l'annuaire normal. Je trouve que c'est une aberration. Et je pense qu'il y a beaucoup de vos électeurs. Je pense que c'est une aberration. Oui. Vous touchez pratiquement entre 15 et 20% en moyenne. C'est vrai. Et je ne suis pas persuadé que l'ensemble de l'électorat et Internet. Et Internet. Vous avez raison, c'est vrai. Donc je pense qu'il faudrait rectifier. C'est vrai, c'est vrai. Il faut tenir compte, vous avez raison. Il faut utiliser tous les moyens qui sont en notre possession pour faire connaître nos idées, nous permettre évidemment de contacter les Français et pas uniquement ceux qui ont Internet. On s'en occupera. Oui, voilà. Mais, par contre, je voulais vous dire, monsieur, nous sommes dans l'annuaire. Par contre, si vous avez recherché sur Strasbourg, nous ne sommes pas à Strasbourg parce que la ligne de la Fédération. C'est qui le sait, oui, non, mais si vous recherchez, si vous tapez FN67, sur un téléphone fax, oui, mais nous sommes dans l'annuaire, nous sommes dans les pages jaunes, dans l'annuaire téléphonique. Pas dans les partis politiques. Nous ne sommes pas sur Strasbourg, puisque notre ligne n'est pas à Strasbourg. Ouais. Mais bon, c'est... Allez, mais on va régler. Il y a marqué parti politique et il faudrait le mettre... Si c'est possible, oui. Merci. Ah, c'est une question. Ah, je la lis, hein, monsieur, pour que tout le monde puisse en profiter. Hein? Madame, permettez-moi de soulever une question qui me tracasse. Les bruits circulent qu'une dissension s'installe au sujet de la présidence du FN, voire présidentielle de l'État. Je n'ose y croire. Serait-ce l'amorce d'une nouvelle scission du mouvement, comme au temps de Maigret, qui a affaibli considérablement notre mouvement? Ma question est, y a-t-il vraiment un antagonisme entre vous et Bruno Gollnisch? Monsieur, je vous remercie d'avoir posé cette question, parce que ça va me permettre justement de répondre à un certain nombre de rumeurs et de calomnies. Cette compétition interne se déroule dans des conditions qui sont correctes, courtoises. Je crois que le Front National fait preuve d'une grande maturité, parce que il y a un moyen, monsieur,
il y avait éventuellement un moyen, c'est d'empêcher la campagne de se dérouler. Vous voyez, on dit, ah bah c'est vrai qu'on a des différences stratégiques, mais on les évoque pas, on dit rien, chut, bon. Moyennant quoi, c'était pas une preuve de maturité. La maturité, c'est d'être capable justement de mener une compétition interne, de ne pas être d'accord, pas sur les sujets de fond, parce que Bruno et moi sommes d'accord sur le programme du Front National, sinon on ne serait pas tous les deux vice-présidents du même mouvement, mais sur les différences stratégiques qui sont les nôtres, sans que justement ça entraîne des dissensions au Front National. En revanche, monsieur, si moi je me porte garant de l'unité du Front National, des gens qui appartiennent au Front National, dont dans chaque fédération, c'est ma 40e fédération. Donc je peux vous dire que je vois que les gens qui sont pour Bruno, pour Marine, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune difficulté. En revanche, il y a des gens de l'extérieur qui n'appartiennent pas au Front National et qui usent de méthodes scandaleuses, qui calomnient, qui diffament, qui insultent, qui mènent des campagnes d'une rare saleté par l'intermédiaire de la presse, par l'intermédiaire d'Internet, parce qu'en fait, ils cherchent à introduire le poison du chaos et de la division. Je pense qu'il faut se détourner de ces gens-là. Ce qu'il ne faut d'ailleurs, et je réponds, monsieur est parti, c'est dommage, que c'est la raison pour laquelle, sous prétexte de rassemblement, non mais je parle du monsieur tout à l'heure, sous prétexte de rassemblement, on ne peut pas accepter n'importe qui au Front National. Voilà. Et notamment, on ne peut pas accepter des gens qui se comportent de manière folklorique, qui font joujou, qui sont caricaturaux, qui sont pour beaucoup anachroniques et qui, en plus de tous ces défauts, se permettent en plus d'insulter les dirigeants du Front National ou de mal se tenir. On a l'obligation de tenir quand même une certaine discipline, une certaine éthique, une certaine morale. On ne peut pas, on ne convaincra pas les Français que nous sommes capables de diriger notre pays, d'y réinstaurer l'autorité, d'y réinstaurer la morale et l'éthique, si nous laissons entrer au Front National des gens qui ne respectent pas ni l'autorité, ni la moindre morale, ni la moindre éthique. Donc attention, le rassemblement, oui, celui de tous les Français, oui, mais tenons-nous à l'écart de ceux qui sèment et qui ont toujours par le passé semé la division dans notre famille. Moi je tiens à vous dire que Bruno et moi avons des relations extrêmement cordiales. Et si ça peut vous rassurer, nous avons même réclamé auprès des institutions responsables de l'organisation du congrès qu'un espace soit laissé au candidat qui serait arrivé, qui arrivera au congrès en deuxième position pour pouvoir lui permettre de faire un appel à l'unité. Voilà. Donc j'espère que ça vous rassure. Nous, évidemment, le Front National est un outil, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une fin en soi. Donc, nous avons chacun une part de responsabilité pour maintenir l'unité du Front National. Nous n'avons aucun intérêt à l'affaiblir, à l'affaiblir avant des campagnes essentielles qui sont celles des cantonales et des présidentielles. Voilà. Donc moi, je n'ai pas tellement d'inquiétude. Je pense très sincèrement que nous nous retrouverons tous, Marine-Lise, Godnichien, évidemment, c'est la règle du jeu, quand il y a une compétition, il y a une compétition. Mais nous nous retrouverons tous au congrès de Tours et tous ensemble nous mènerons les batailles essentielles parce que la mission qui est la nôtre dépasse nos petites personnes et que nous en sommes totalement imprégnés. Voilà. Donc moi je n'ai aucune inquiétude sur ce sujet, mais encore une fois, chacun d'entre nous doit se détourner de ceux qui ne respectent pas les règles minimum de la fraternité militante. Voilà. Oui, monsieur. Je ne suis pas plus haut que 3 pommes, donc je suis obligé de me frayer un passage, de chausser mes lunettes. Justement, bonsoir madame. Norbert Degrelle, militant du Front National. Un jour de cotisation, comme on dit. Ah, c'est bien. C'est important. Alors je voudrais revenir sur la question de notre ami, et je voudrais revenir sur les articles qui ont paru dans Minute. Je suis abonné à Minute. Alors, j'ai eu des polémiques à l'intérieur de Minute, c'est une première question. Alors, je voulais avoir votre éclaircissement sur Minute et que fait Minute? Encourage-t-il Marine Le Pen, Bruno Gollnisch? Sincèrement, je n'ai rien compris. Voilà, première question. La deuxième, c'est un peu philosophique. J'entends toujours les hommes politiques qui parlent d'humanistes. Ils sont tous humanistes.
M. Strauss-Kahn, Mme Fadela, tous sont humanistes. Et alors, ce que je demande un peu au Front National, est-ce que le Front National est humaniste et pourquoi ne pourrions pas réclamer le statut d'humaniste? Et je voudrais que vous le mettiez dans notre programme. Avons-nous des complexes d'être humanistes? Et je dirais,